Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce dernier petit déjeuner de notre association au cours de l'année 2012. Je rajouterai avant la fin du monde, puisqu'on en parle beaucoup. J'espère que nous serons encore là ce week-end. Donc 2012 a été une année olympique, comme vous le savez, une année présidentielle, mais une année difficile. Mais si j'en crois notre ministre de l'économie et des finances, nous n'avons pas encore tout vu, mais même si 2013 sera une année très difficile, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à tous vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année et une année 2013 passionnante. Ça, c'est parce que je ne voulais pas l'oublier. Mais pour revenir donc à 2012, je pense que notre invité de ce matin aura sans aucun doute l'occasion de commenter la situation économique actuelle de la France et surtout de l'Europe. À cet égard, je vous dois quelques excuses que je vous présente bien volontiers et quelques explications que je vais vous donner. En effet, il était prévu que nous recevions donc M. Mathieu Pigasse, ce matin directeur général de Lazare France et vice-chairman de Lazare Europe. Ce dernier avait accepté de venir traiter de la question « Quel destin ?» au pluriel de l'Europe. En raison de négociations menées à l'étranger, on voit dans quelle direction, auquel il ne pouvait se soustraire, M. Mathieu Pigasse s'est décommandé avant-hier soir. J'ai donc pris sur moi de tenter de ne pas annuler notre réunion de ce matin et j'ai contacté un autre banquier d'affaires, un ami au passé prestigieux, Charles de Croisset. Je rappelle que Charles occupe le poste de International Advisor chez Goldman Sachs à Londres et comme Charles a trouvé dans mon invitation un prétexte idéal pour se soustraire à quelques réunions internes, il a immédiatement accepté de venir passer un moment en notre compagnie et je lui en suis très reconnaissant. Mais avant de lui céder la parole, je souhaiterais vous faire part de quelques nouvelles concernant donc la vie de notre association. Tout d'abord, je vous rappelle que nous avons pris la décision depuis notre dernier petit déjeuner du mois d'octobre, au cours duquel nous avions accueilli M. Gérard Ramex, donc président de l'AMF, d'enregistrer nos petits déjeuners. Et nous les mettons donc à la disposition de ceux qui le souhaitent, l'ensemble de la prestation sur notre site internet. Ceci étant, en dépit d'un contexte morose, la FTE est fière d'afficher en 2012 un nombre d'adhérents en hausse. Elle compte désormais 1400 adhérents. Par ailleurs, donc, les journées de la FTE se sont déroulées, vous le savez, les 20 et 21 novembre dernier et ont connu un succès sans précédent. En effet, près de 1000 personnes donc, sont venues écouter la cinquantaine d'intervenants que nous avions invités au cours de ces 2 jours. 50 partenaires ont animé le Palais Brognard et rappelons enfin que le prix du meilleur mémoire a récompensé 3 lauréats parmi une cinquantaine de candidats présélectionnés. Je remercie donc Laurence Valentin qui est trésorier de Sanofi et tout le comité de pilotage qu'elle a animé pendant près d'1 an pour faire de ces journées de la FTE une réussite incontestable. Je remercie également Emmanuel Rapin qui vient de prendre des fonctions de trésorier, directeur financement trésorerie chez Lagardère, qui donc est désormais le nouveau président en charge de l'organisation des journées de la FTE de 2013. Alors concernant le centre de formation, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Guillemette Collerat, qui est actuellement donc en poste à l'étranger chez Carrefour, au sein de l'équipe trésorerie, après 8 ans de présidence, a décidé de passer le relais à Florence Saliba, que je n'ai pas vu ce matin, mais qui est trésorière ou trésorier de Danone. Au cours de ces 8 ans, je rappelle que sous son impulsion, près de 6000 journées de formation ont été dispensées par la FTE, générant un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros, qu'elle en soit vivement remerciée. Côté délégation régionale, je rappelle que nous avons 10 délégations régionales qui regroupent environ un tiers de nos membres. Nous avons depuis peu un nouveau délégué en région Bretagne. Il s'agit de Nicolas Grimard, qui est actuellement trésorier au sein du groupe Financière Duval, qui est un groupe qui a développé une expertise en matière de promotion immobilière. Par ailleurs, en matière de lobbying, nous avons décidé avec nos partenaires étrangers de renforcer notre action à Bruxelles et avons nommé un représentant permanent au sein de l'EACT, qui est, pour faire simple, l'association des associations de trésoriers en Europe. Last but not least, je vous indique également que l'AFTE déménagera au plus tard, fin avril 2013.
En effet, nous avons jugé qu'avoir un siège rue d'Athènes n'était plus tout à fait un atout pour une association de financiers. Venons-en maintenant à notre invité qui nous a fait l'immense honneur d'être parmi nous ce matin. Alors je dois vous avouer que je vais avoir du mal à faire court, je vais quand même tenter de le faire, tant son curriculum vitae est impressionnant. Alors Charles, je rappelle très brièvement que vous êtes né un 28 septembre 1943 à New York. Donc déjà, originalité. Que vous avez ensuite fait Sciences Po, que vous sortez de l'ENA en 1968, promotion Turgot, que devenu inspecteur des finances, vous êtes nommé chargé de mission au secrétariat général du président Georges Pompidou. Entre 1974 et 1980, vous occupez de nombreux postes au sein de divers ministères, entre autres économie, finances, équipement, industrie, j'en passe. En 1980, vous décidez de pantoufler et vous rejoignez donc le CCF en tant que secrétaire général. J'espère ne pas me tromper. En 1993, vous succédez à Michel Pébreau au poste de président-directeur général du CCF. Après l'acquisition du CCF par HSBC en 2000, vous devenez executive director chez HSBC. Depuis 2004, vous êtes conseiller international pour Goldman Sachs, essentiellement pour la zone Middle East Asia. En outre, je rappelle que vous êtes également membre de conseil d'administration. J'ai relevé Euler, Hermès, Renault, LVMH. Vous êtes également ancien membre du comité exécutif de la Fédération bancaire française et vous êtes également officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du mérite. Vous êtes enfin président de la Fondation du patrimoine, dont la vocation s'inspire très largement de ce que nos amis britanniques ont développé à travers le National Trust. Mais en lisant votre notice dans le Who's Who, c'est écrit tout petit, c'est très difficile, plus on avance en âge, plus c'est difficile d'arriver à tout appréhender. J'ai surtout retenu quand même que vous étiez l'auteur de 2 livres qui, compte tenu de l'environnement actuel, ont eu pour moi une résonance tout à fait particulière. En effet, en 1985, vous écrivez un ouvrage qui s'intitule « Réduire l'impôt ». Et 1 an plus tard, vous vous commettez en publiant un autre opus portant un titre qui tenait en un seul mot, c'est très important, « Dénationalisation » avec un S. Bon, revenons à notre réunion de ce matin. Dans son livre « Révolution », qui a été publié au printemps dernier, M. Pigasse nous dit qu'il a décidé d'écrire ce livre pour rendre compte des bouleversements qu'a connus le monde au cours de ces 10 dernières années. En effet, l'Occident cède le contrôle financier du monde aux pays émergents, les pays émergés connaissent une croissance insolente faisant pâlir les vieux pays immergés qui s'enfoncent dans un océan de dettes. Il nous signale aussi le risque de marginalisation de l'Europe, une Europe sans croissance, sans espoir, sans projet, seulement capable d'offrir à sa jeunesse un avenir donc en 3T, c'est la formule qu'il aime bien citer, inégalité, précarité, pauvreté. Et M. Pigasse d'inciter chaque citoyen européen à non seulement s'indigner, mais également à reprendre en main son destin pour changer sa vie. Face à la crise économique, financière, politique, morale, le temps est donc venu de renverser les valeurs, de promouvoir le risque face à la rente, le salaire face aux dividendes, le travail face à l'héritage. Monsieur de Croisset, quant à vous, quel est votre constat sur l'Europe et l'union monétaire et économique? Pensez-vous, monsieur de Croisset, qu'il faille entreprendre une nouvelle révolution pour avoir quelque chance de s'en sortir? Et quels remèdes préconisez-vous pour mettre un terme à cette crise européenne et au risque de dislocation de l'Union? Voilà donc quelques questions que je vous pose ce matin et que j'espère vous aurez le plaisir de nous débattre. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, donc le sujet que m'a proposé hier Philippe Messager, c'est celui qu'avait prévu de traiter Mathieu Pigasse, c'est-à-dire quel destin pour l'Europe, si j'ai bien compris, ou l'Europe, quel destin, destin au pluriel. Donc je vais le traiter, vous gagnez au change d'ailleurs, puisque vous pouvez, si vous voulez savoir ce que pense Mathieu Pigasse, vous pouvez lire son livre, si j'ai bien compris, alors que moi, mes livres, mes modestes ouvrages sont vieux de 30 ans. Voilà. Alors, d'abord, une remarque liminaire avant que j'oublie. Ce que je vais vous dire n'engage que moi-même. Ce sont mes opinions personnelles. Elles ne sont en aucune façon les opinions de Goldman Sachs. Soyons bien clairs à cet égard.
Cela dit, et tant que j'y suis, Philippe, vous me le permettrez, je tiens à saluer dans la salle non seulement les amis que j'y compte, qui sont nombreux, mais également vous toutes et vous tous, parce que vous êtes des clients actuels ou potentiels de Goldman Sachs, dont je vous rappelle que, à l'occasion de cette crise, elle est devenue en Europe, au fond, une BFI complète. Enfin, plus on se rapproche des marchés, plus on est compétent, mais enfin, nous sommes une BFI complète, au service de l'économie réelle, au service des entreprises, et en particulier des belles entreprises françaises et européennes. M'en voulez pas, Philippe, de ce petit moment de publicité pour l'entreprise où je travaille, mais ça s'arrête là, et encore une fois, je suis complètement... Mes propos sont totalement indépendants de ceux de mon entreprise. Alors... vous venez d'apprendre que ce n'est pas Mathieu Pigasse, mais c'est moi-même qui parle. Donc vous êtes déçus, mais moi je suis très content. Vous êtes déçus forcément parce que Mathieu Pigasse est quand même furieusement tendance à Paris en ce moment. Et puis, Philippe Messager, ne voulant pas vous décommander, il a raison, bien sûr, c'est la fin de l'année, a puisé dans les réserves, comme on dit, c'est comme ça qu'on fait dans les guerres, n'est-ce pas? Il a puisé dans les réserves, et dans les dépôts, il y a toujours les vieux, hein, dans les dépôts qui courent moins vite. Mais je suis, moi, vous êtes déçus, mais moi je suis ravi, parce que, comme l'a rappelé Philippe Messager, j'étais chef d'entreprise, une entreprise assez importante, et qu'est-ce que fait un chef d'entreprise? Il parle. Et à force de parler, eh bien, il s'écoute parler tout le temps. Et il y trouve un certain plaisir. Et alors, le plus grand choc qu'il y a quand vous arrêtez d'être chef d'entreprise, c'est que vous vous apercevez que personne ne veut plus vous écouter parler. Et donc, vous ne pouvez plus vous écouter parler. Et donc là, c'est un peu embêtant, mais là, ce matin, vous n'avez pas le choix. À l'insu de votre plein gré, vous allez bien être obligé de m'écouter parler. J'ai demandé d'ailleurs qu'on ferme les portes. En cas d'incendie, n'oubliez pas de les rouvrir. Et donc, quand même que je modère, je vais essayer de m'écouter, je vais essayer de ne pas m'écouter parler trop longtemps pour que on puisse, si vous voulez, avoir une discussion après sur quelques questions. Je vais essayer de traiter donc ce sujet, quel destin au pluriel pour l'Europe. Alors, c'est assez difficile comme question parce que le destin, normalement, c'est à moyen et long terme. Et il est bien connu qu'il est déjà très difficile de comprendre le présent. Alors, annoncer ce que sera l'avenir, c'est clairement impossible. C'est pour ça d'ailleurs que je vais essayer de faire, sur le contrôle notamment de quelques camarades de promotion qui sont là, je vais essayer de traiter la chose en deux parties, comme il convient, n'est-ce pas? C'est-à-dire destin dans l'immédiat et puis destin dans le futur. Alors, quel destin pour l'Europe dans l'immédiat? Alors là, au moins, la réponse à la question est simple. Aucun. Aucun. C'est très simple. Qu'est-ce que je veux dire? Aucun. Pourquoi aucun? Parce que les peuples européens ne le veulent pas. Ça, je vais prendre les têtes de chapitre rapidement les unes après les autres. Politique internationale. Il est clair que les peuples d'Europe ne veulent pas avoir de destin, ne veulent pas que l'Europe en ait, voudraient que l'histoire soit terminée, s'arrête. Je précise tout de suite que je comprends très bien ce point de vue, que je le partage d'ailleurs. C'est pas du tout une critique. Mais c'est tout à fait clair, l'activisme ébouriffant de Nicolas Sarkozy, qui a notamment eu des effets dans le conflit entre la Russie et la Géorgie ou dans l'affaire de la révolution libyenne, a un peu fait oublier ça. Mais je crois que ce que je dis est incontestable. Ça me paraît très clair. Alors, vous allez me dire, mais d'accord, bon, ça c'est pour la politique internationale, mais enfin on a déjà une Europe très grande, à 27, alors on va tout de même, la construction politique, la construction européenne, la poursuite de la construction européenne, la consolidation, une politique économique, financière et budgétaire commune, une Europe politique, etc. Écoutez, au cas où vous auriez une illusion quelconque, le dernier Conseil européen a apporté la réponse, puisque on en avait un peu parlé de ces sujets-là depuis 1 an et demi. Je crois qu'on en avait parlé parce que la chancelière voulait faire un peu
voulait habiller la poupée étant le fait que le contribuable allemand est devenu un créancier très important de pays que la plupart de ces contribuables identifient aux vacances plutôt qu'au travail. Et donc, ça peut être inquiétant, n'est-ce pas? Enfin, d'ailleurs, ça les inquiète beaucoup, à mon avis. Et donc, on a parlé d'une union très approfondie, etc., etc. Mais enfin, le dernier Conseil européen, lui, au moins, était clair. On recommencera à en parler en 2014. On recommencera à en parler en 2014. On a mis ça soigneusement sur le coin. Enfin, alors, vous me direz, mais attendez, il n'y a pas que ça. Il y a l'harmonisation sociale et fiscale. L'harmonisation fiscale, en effet, on en parle en France chaque fois qu'un acteur connu passe une frontière. Pour laisser la France derrière lui, on dit on va faire l'harmonisation fiscale, vous verrez ce que vous verrez. L'harmonisation sociale, on en parle chaque fois qu'il y a une usine qui ferme et qu'il y a un syndicaliste un peu remuant qui fait parler de lui. Après ça, on n'en parle plus. Et ce sont des dossiers qui n'avancent pas. Vous me direz, mais il y a quand même la croissance économique. Non, je crois que Jean-Paul Bedbez a raison quand il dit on est passé avec cette crise de 8,4,2 à 7,3,0. Vous pouvez imaginer qui fait zéro. C'est l'Europe. Voilà. Bon, donc, destin, aucun. Alors vous allez me dire, alors, ça va s'effondrer. Non, pas du tout. Ça, je ne le crois pas du tout. D'abord, le marché unique à 27 existe. Nous en sommes tous partie prenante, et je crois que ce marché unique est très solide, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une société de consommation, et que c'est ce marché unique qui fait que nous avons une situation très favorable pour le consommateur, dont je rappelle que le consommateur représente 120 ou 130% du corps électoral, puisqu'on commence à être consommateur autonome bien avant l'âge de 18 ans, alors que le producteur soumis à la compétition internationale doit représenter 20 ou 25% du corps électoral. Donc, même une considération qui n'est pas totalement nulle. Donc, je pense que ce marché unique est extrêmement solide. L'euro a démontré au cours des dernières années qu'il allait tenir très bien. Il allait tenir très bien d'abord parce que nous avons eu des très bons présidents de banque centrale. Nous avons eu Jean-Claude Trichet, dont on oublie un peu facilement aujourd'hui qu'il a été le premier banquier central à réagir en août 2007 et à réagir extraordinairement. Il a quand même mis 100 milliards d'euros sur le marché en août 2007. En plein mois d'août, c'est quand même pas mal, surtout pour un Français. On dit toujours que les Français ne travaillent pas en août, mais en l'occurrence, ce n'était pas vrai. Lui a succédé donc Mario Draghi, qui est un homme qui est peut-être un peu plus complexe que Jean-Claude Trichet, peut-être ne sera-t-il pas aussi rapidement canonisé, mais il a réussi à diviser, non pas ses adversaires, mais ses partenaires allemands, et donc il a traité plusieurs problèmes, comme vous le savez, ça vous le savez très bien, l'opération OMT ou l'opération Union bancaire sont des opérations qui normalement garantissent que l'euro peut tenir, et puis il s'est quand même passé autre chose qui est très important aussi, parce que quoi qu'on dise, on est quand même vaguement en démocratie. Il me semble personnellement que les peuples ont manifesté leur préférence pour l'euro par rapport à leurs élites politiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'en suis à la partie immédiate, les pays qui ont été le plus durement frappés par cette crise ont mis au pouvoir, dans des élections parfaitement démocratiques, des majorités qui sont déterminées à rester dans l'euro. Et les sondages semblent montrer que la population, encore une fois, dans ces pays que vous connaissez tous, et donc que je ne cite pas pour être politiquement correct, 80% de la population a confiance dans l'euro, et une très très faible minorité a confiance dans son gouvernement, n'est-ce pas? Donc l'idée que le gouvernement s'arroge de nouveau le droit de battre monnaie, faut reconnaître que quand on vit avec les rémunérations qu'obtiennent les personnes qui travaillent, l'idée que ça devienne de la monnaie de singe en plus, c'est pas particulièrement attractif. Et donc, en tout cas, je crois que comme le marché unique, lui à 27, l'euro à 17, est très solide. Je ne crois pas que nous sommes à zéro en économie, mais je ne crois pas qu'on soit menacé de dépression économique, car contrairement à ce que nous disent les grands économistes keynésiens, y compris les prix Nobel, enfin des prix Nobel, n'est-ce pas, il semble qu'il y en ait beaucoup, puisque l'Europe vient d'en avoir un, justement,
nous ne sommes pas du tout en dépression. La situation actuelle n'a rien à voir avec les années 30, puisque dans les années 30, on était en dépression. Au Brésil, on faisait marcher les locomotives au café, etc., etc. Qui regarde les cours des matières premières, du pétrole, etc., ou des premiers crus de Bordeaux. Le meilleur indice, c'est les premiers crus de Bordeaux, vous savez. Il est clair que le monde n'est pas du tout en dépression, c'est l'Europe qui est en stagnation, mais le reste de la planète est en croissance, peut-être pas extraordinairement forte, mais enfin, tout de même relativement importante. Dernière caractéristique, puisque j'en suis toujours dans le destin immédiat, évidemment, une des causes de ce zéro en Europe, c'est pas seulement la croissance économique, c'est pas seulement le fruit des politiques économiques, c'est aussi le fruit de l'attitude des gens et de la société. Mais la politique économique joue un rôle. Il est clair qu'en Europe, nous avons, à l'insu de notre plein gré, la politique économique la plus restrictive du monde, probablement. Je dis à l'insu de notre plein gré parce que je ne crois pas que ce soit voulu, même par Mme Merkel, ou surtout par Mme Merkel. Nous avons des politiques budgétaires restrictives parce que l'Allemagne a fini par comprendre que si on continuait comme ça à s'affranchir de toute règle, et bien finalement, dans un système de monnaie unique, c'est eux qui allaient tout payer. Ce qui est quand même très difficile. On a eu beau appeler ça des eurobonds, c'est quand même pas passé, quoi. Cette nouvelle tentative pour faire payer l'Allemagne a échoué comme la précédente dans les années 30, justement. Donc, nous sommes clairement en politique budgétaire restrictive, mais encore une fois, pour une raison, disons, qui n'a rien à voir avec une politique économique tout à fait délibérée. Et puis, comme vous le savez très bien, nous sommes dans une réunion de trésoriers, nous avons une politique monétaire à l'échelle européenne beaucoup plus restrictive que prévu ou souhaité. Malgré les mesures, ça vient de s'améliorer grâce aux mesures prises par Mario Draghi, c'est en train de s'améliorer. Les investisseurs reviennent sur la dette espagnole et italienne. Je vous annonce qu'hier, pour la première fois depuis l'obligation d'État italienne à 30 ans est passée en dessous de 5% en rendement. Donc les conditions de financement, comme vous le savez, dans les pays méditerranéens se sont considérablement améliorées depuis 3 mois. D'ailleurs, c'est une des surprises de la situation en France. Après le 6 mai, beaucoup d'observateurs pensaient que nous aurions des difficultés de financement. En réalité, la signature française sur les marchés, dans une ambiance, comme je viens de le dire, positive, et comme vous le savez très bien, c'est encore amélioré. Donc la situation de financement en France est bien meilleure que prévu. En revanche, malheureusement, la situation économique est beaucoup moins bonne que prévu. Donc, voilà où nous en sommes en Europe pour le moment, encore une fois zéro, ce qui veut dire que la zone euro, vous en êtes sûrement tous conscients, aura probablement l'an prochain un excédent de balance courante très considérable, que, sauf accident, je pense que l'euro, non seulement l'euro est toujours resté plutôt stable pendant toute cette crise, mais il a probablement la perspective, je ne fais pas de pronostic, mais probablement la perspective plutôt de se renforcer. Tout ça va dans un sens plutôt restrictif, bien sûr, mais je voudrais... ce n'est que la première partie, je vais être rapide sur la seconde. Terminer, je regarde l'heure, mais je voudrais terminer tout de même cette première partie sur une note optimiste. Contrairement à ce que disent certains bons esprits, ces politiques, appelons-les de rigueur, appelez-les comme vous voulez, ces politiques, encore une fois suivies un peu à l'insu du plein gré des gouvernements, ces politiques obtiendront certainement des résultats si elles se poursuivent, parce que, contrairement à ce qu'aurait dit, paraît-il, un très bon esprit qui était proche, enfin un esprit sûr de lui en tout cas, qui était proche du président de la République précédent, les politiques d'austérité ou de rigueur, je sais pas quoi, si elles vont à leur terme, si elles ne sont pas interrompues par des accidents politiques, ont toujours des effets positifs sur le plan économique. Quels effets, quand, etc. Ça va dépendre d'une inconnue fondamentale dans la vie de la réaction des hommes qui sont souvent des femmes, bien entendu, n'est-ce pas? Enfin, des hommes au sens neutre. Et ça m'amène tout naturellement, vous avez vu la transition, à ma deuxième partie. Quel destin, toujours au pluriel pour l'Europe. Maintenant, donc, ayant dit que dans l'immédiat, il n'y en avait aucun, mais que ce ne serait pas la catastrophe pour autant, on va passer à l'avenir.
et l'avenir, il est clair que l'avenir est imprévisible, d'autant plus qu'il dépend essentiellement, bien sûr, de la politique, c'est-à-dire de l'attitude des citoyens et de celles et ceux qui les dirigent, et que ça dépend essentiellement de 27 politiques nationales différentes. Alors, il faut avoir un gros ordinateur dans le cerveau pour faire des prévisions. Mais on peut se permettre, surtout quand on a la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un auditoire captif, on peut se permettre de faire une hypothèse. Et donc, ce n'est pas une prévision, mais c'est une hypothèse. Donc, je vais vous faire une hypothèse sur l'avenir, sur les années qui viennent. Hypothèse en forme de réponse à des questions. D'abord, première question, il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être qu'on en aura d'autres après. Est-ce que, face à ces politiques, face à les situations que j'ai décrites, est-ce qu'on va avoir des explosions sociales généralisées? Je ne le crois pas. Pour le moment, j'observe qu'elles ne se sont pas produites. Des difficultés ponctuelles majeures dans des endroits où des personnes se sentent dramatiquement meurtries par une situation économique évidemment mauvaise et par les conséquences que ça a sur leur vie, bien entendu, il y en aura en France, on en assiste autant, il y en a dans les autres pays, on en parle moins en France, bien sûr, des difficultés donc humaines, sociales, politiques très sérieuses, il y en aura. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir une explosion sociale qui impose un changement complet de situation? Ça me paraît très peu probable. Ça me paraît très peu probable. Je crains, pour une raison d'ailleurs plutôt malheureuse, je dois le dire, je crois que les gens sont trop inquiets pour ça. La deuxième question qu'on peut dire, mais est-ce qu'il va y avoir un éclatement politique? Alors l'éclatement politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est différent du social, qui ne serait pas provoqué. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que l'éclatement politique? D'abord, il y a des nations qui peuvent éclater. C'est possible. Mais ça ne va pas remettre en cause l'Europe. Par exemple, il me semble, c'est un pays que je connais un peu, un peu seulement, l'Espagne est peut-être plus menacée d'éclatement géographique que d'explosion sociale, peut-être. Contrairement à ce qu'on apprend dans l'enseignement français, la guerre civile, qui heureusement est loin, s'est déroulée largement sur ce sujet-là. En fait, pas seulement sur les questions sociales, et on le voit, c'est des sujets qui ont une réelle actualité dans un pays pourtant où l'État est très ancien, et l'État central très ancien. Mais, bon, comme vous le savez, les deux créations françaises de la fin de la Première Guerre mondiale ont toutes les deux éclaté. La Tchécoslovaquie assez discrètement, la Yougoslavie malheureusement beaucoup plus violemment, mais ça n'a pas du tout mis en cause l'Europe. Au contraire, ces nouveaux États plus petits ont été encore plus intéressés par une adhésion à l'Europe. Donc ça peut arriver d'ailleurs en Grande-Bretagne. Il y a un référendum en Écosse en principe en 2015. La Grande-Bretagne ne sera peut-être plus tout à fait le Royaume-Uni qu'il est, je n'en sais évidemment rien, mais ça ne met pas en cause l'Europe. Et ma question c'est quel destin pour l'Europe? Ça ne les met pas en cause. Alors il y a une autre forme d'éclatement politique qui serait, à mon avis, beaucoup plus grave pour l'Europe et pour l'euro. Ce serait la prise de pouvoir par une majorité extrémiste. Nous avons déjà, dans beaucoup de pays, dont le nôtre, environ un tiers des voix qui se portent sur des partis extrémistes. Heureusement, il y a deux extrêmes, n'est-ce pas? Donc, ça se divise. Enfin, je ne suis pas sûr que les électeurs soient si différents que ça, mais enfin, il y a deux extrêmes. Donc, pour le moment, force est de constater que pour le moment, on est très loin de cette situation et que chaque fois, on a déjà dit 2 ou 3 fois, on nous a pronostiqué que dans d'autres pays, les extrémistes, etc., ils sont très loin d'avoir pris le pouvoir. Mais si cela devait arriver, ça c'est de la politique, c'est des élections. Pour moi, un mouvement extrémiste est un mouvement qui a un programme caché, qui a l'intention de changer le système. Parce que les extrémistes, s'ils restent au pouvoir, ils seront battus à la prochaine élection. Or, ce n'est pas du tout leur intention. Et donc, comme l'avait dit le regrettable Göring au chef d'entreprise qu'il a appelé pour financer l'élection du 5 mars 1933 en Allemagne, rassurez-vous, c'est la dernière fois qu'il y a une élection dans ce pays. Donc, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais quand on me demande
est-ce qu'un pays risque de quitter la zone euro? Je réponds toujours oui, oui, ça peut arriver, je sais quand. Quand un gouvernement extrémiste est mis en place, parce que le fait de quitter la zone euro déclenche des réactions en chaîne qui permettra de mettre en place des mesures extrêmes dont je ne connais pas forcément la nature et je ne souhaite surtout pas les connaître. Donc ce risque existe, mais je fais l'hypothèse que ça ne se produira pas. Faisons, rassurez-vous, j'ai fini, faisons une hypothèse plus positive. Une Europe plus intégrée alors, puisqu'on va en reparler à partir de 2014. Moi, je n'y crois pas du tout. L'Europe, c'est un marché unique. L'Europe, pour ce qu'il vaut, mais enfin, vous le connaissez comme moi, c'est une monnaie unique. Des dispositions seront prises, elles sont en train d'être prises. Par exemple, l'Europe bancaire, pour que cette monnaie unique puisse tenir, par exemple, la surveillance des politiques budgétaires, tout ça va se faire, oui, mais ce sont des mesures de consolidation du bâtiment qu'on a construit et dont on s'est aperçu à l'occasion de ce tremblement de terre qu'il était un peu fragile. Mais ce n'est pas une nouvelle étape. Je ne crois pas, en tout cas, d'intégration européenne. L'Europe restera une union constituée de 27 nations, à moins que ce soit un jour 30 nations, etc. Donc, l'hypothèse à laquelle je crois, pardon, c'est pas très intéressant, je le reconnais, mais j'avais gardé pour la fin, pour garder votre attention, le fait que ce que je vous dis, au fond, n'est pas très intéressant. Mon hypothèse, c'est le muddle through, c'est kick the can down the road, ce qui est quand même la spécialité de tout gouvernement démocratique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, muddle through, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, il y a quelque chose à ajouter. Ce muddle through, Jean-Claude Trichet a trouvé une nouvelle expression. Maintenant, ça s'appelle la stabilité compétitive, n'est-ce pas? C'est plus la déflation compétitive, ce n'est plus la désinflation compétitive, puisqu'il n'y a plus tellement d'inflation, c'est la stabilité compétitive, il appelle ça. Mais est-ce que, bon, ça va continuer comme ça? Non, 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 non. Il va y avoir des questions pour arriver au muddle through, et je ne fais là que répéter ce que Mme Merkel vient de dire et que vous avez sans doute vu dans les journaux. Pour arriver au muddle through, il va falloir que l'Europe redéfinisse son modèle social. Parce que le modèle social européen, qu'est-ce que c'est le modèle social? C'est une réglementation généralement, disons une protection très lourde du travail. Alors le maximum, c'est sans doute en France. Maintenant, enfin, c'est pas sûr. Parce que, non, en Italie, en Espagne, il y a beaucoup de pays où il y a des législations, où il n'y a pas vraiment de marché du travail, pour parler brutalement. Il y a des législations extrêmement protectrices qui, comme toute législation protectrice, raréfient le travail. Alors, ça pose de plus en plus de problèmes. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'organisation de l'éducation. Et le troisième, c'est la santé gratuite. Je ne parle pas de retraite parce que c'est la question la plus simple à résoudre, si j'ose dire, c'est-à-dire le niveau de vie des retraités n'a pas beaucoup de chances de progresser, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais techniquement, c'est pas très compliqué, ça. Tandis que législation du travail, organisation de l'éducation, santé gratuite sont des sujets gigantesques au niveau de la vie des gens, et sur lesquels, comme Mme Merkel vient de le dire très clairement, elle a donné des chiffres, vous les avez tous vus, elle a dit l'Europe c'est 7% de la population du monde, 25% du PNB et 50% des dépenses sociales collectives. Il y a un truc qui ne va pas, et c'est un chiffrage qui a été, je répète ce qu'elle a dit, on va, si on veut garder et je crois qu'il y a une très forte volonté des populations européennes de garder quelque chose qui ressemble au modèle social actuel. Pardon de la banalité de ma conclusion, mais il va falloir qu'il évolue très fortement. Il faudra une action, pardon de la banalité de ce mot trop utilisé, mais une action de réforme importante pour pouvoir continuer à apporter satisfaction aux électeurs. Je pense que des efforts seront entrepris de manière différente dans les 27 nations, mais ils seront entrepris inévitablement parce que, là encore, on est en démocratie, les gens voudront conserver un certain nombre de choses, et pour conserver, il faudra changer, et finalement, on en revient toujours au guépard. Il faut que tout change pour que tout reste pareil, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Qui
qui veut poser une question? Innombrable, j'espère. Merci pour votre exposé. Le titre comportait un pluriel, mais votre exposé, j'ai le sentiment qu'il comporte un autre pluriel, qui est quel destin pour les Europes, puisque vous parlez d'une Europe qui est la zone euro, finalement. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que vous parliez surtout de la zone euro ou de l'Europe continentale. La question de l'ancrage du Royaume-Uni au monde européen ne se pose-t-elle pas aujourd'hui d'une manière assez importante? Et est-ce que finalement une dynamisation de l'Europe, ça ne peut pas aussi venir de davantage de cohésion entre tous les Européens? Oui, c'est une bonne question. On dit toujours ça quand on ne sait pas quoi répondre. Hein. C'est une très bonne question. Question suivante. On dit généralement, non, je vais essayer de répondre avec je suis basé au Royaume-Uni maintenant depuis 6 ou 7 ans, et donc je suis peut-être un peu plus à l'aise que je l'aurais été avant pour répondre à cette question, puisque je lis le journal, en tout cas, régulièrement, et donc j'ai un peu plus d'informations. Au fond, ce que vous dites, c'est il y a une inconnue politique. Et ma réponse est oui, il y a une inconnue politique sur l'avenir du Royaume-Uni en Europe. D'ailleurs, M. Cameron doit faire un discours incessamment sous peu sur la question. Il n'a pas encore fait. Il annonce toujours, il dit « Je vais faire mon grand discours européen. Je vais faire mon grand discours sur le sujet. » Ça fait des mois qu'il dit « Oui, c'est oui, il peut le dire. Oui, il peut le faire. » Oui, n'est-ce pas? Donc, il repousse prudemment la date de ce très grand discours où peut-être on parlerait d'un référendum. D'ailleurs, ça fait Tony Blair avait aussi un référendum qui poussait en avant, etc. C'est une question politique très délicate en Grande-Bretagne parce que, comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, la majorité actuelle est en Grande-Bretagne est extrêmement divisée sur le sujet. La majorité actuelle, au fond, est une grande coalition, parce que les libéraux sont des gens assez à gauche. En fait, sont une gauche, disons, non socialiste, mais quand même très à gauche. Puis des conservateurs, il y a quand même des vrais conservateurs encore en Grande-Bretagne, ça nous change d'ici. Et donc, les libéraux, eux, sont les plus européens, au fond, à la Chambre des communes, et la moitié du Parti conservateur, c'est la partie la moins européenne. Donc c'est un truc un petit peu compliqué pour le Premier ministre actuel et son vice-premier ministre, le patron du Parti libéral. C'est un truc un petit peu compliqué à gérer. Alors après ça, c'est comme toute politique, il faut faire des hypothèses. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, la question, c'est restera pas. Je crois que la question se pose réellement. Il y a je ne crois pas à une solution intermédiaire, c'est-à-dire où il reste et il participe, je ne dis pas à l'euro, hein, personne n'en parle, personne n'en parle, si, il y a encore des partisans de rentrer dans l'euro, mais où il reste et il participe, comme ils le font aujourd'hui, aux institutions européennes, où ils s'en vont. Je ne crois pas à l'hypothèse dite norvégienne, c'est-à-dire oui, on n'est plus... Je ne connais d'ailleurs pas exactement la situation des traités avec la Norvège, mais au fond, la Norvège, est dans le marché unique, mais sans participer aux institutions européennes, etc. Ça, c'est pas très britannique. C'est-à-dire, je vois pas... la Grande-Bretagne, c'est quand même un pays qui, comme la France, a une petite arrogance historique. C'est peut-être une rémanence, peut-être des souvenirs, mais c'est comme ça. Donc, je vois pas la Grande-Bretagne, ni même l'Angleterre, si elle devait se retrouver toute seule, je ne les vois pas en train d'appliquer automatiquement un système européen auquel ils ne participeraient même pas. Ça, je n'y crois pas du tout. Donc, je pense que de loin le plus probable est qu'ils continuent à participer. Parce qu'alors, la non-participation, n'est-ce pas, exigerait la redéfinition de toute une série de choses. C'est possible, bien sûr, c'est pas la fin du monde, hein. Mais je ne sais pas. Voilà ma réponse. C'est là où, en tout cas... Il n'y a pas 3 hypothèses, il n'y en a que 2 pour simplifier quand même. Et voilà, je pense que les gouvernements successifs essaieront de pousser la question le plus loin possible. Ce qui est certain, c'est que, comme vous le savez tous d'ailleurs, les Britanniques n'ont pas du tout les mêmes sentiments vis-à-vis de l'Europe telle qu'elle est que les continentaux. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est parce qu'ils n'ont pas été occupés par les Allemands pendant la guerre. Et donc, il y a un sentiment historique évidemment très différent, c'est clair. Oui, monsieur Mabille. Pour prolonger la question et en poser une autre. Pour prolonger la question, vous êtes à la City. Qu'est-ce que la City dit de cette
perspective parce que il y a quand même la déclaration récente de Christian Noyer. Bon, il a fait petit aller-retour dessus, mais enfin, il a quand même adressé un message en disant c'est pas normal que la City, ne participant pas, soit la place financière de la zone euro. Et il faudrait qu'on européanise, Europe continentalise les transactions sur notre propre monnaie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration et qu'est-ce que la City, quel est l'état d'esprit à la City sur ce qui se passe en Grande-Bretagne effectivement à l'égard de l'Europe? Et j'avais une deuxième question, mais je vous la laisser répondre. Pardon. Non, posez la deuxième. La deuxième question, c'est les perspectives en termes de business, parce qu'on on parle beaucoup de conjoncture, effectivement, la macroéconomie. Bon, l'Europe s'en est pour le moment apparemment sortie. Elle a quand même fait des pas en avant assez considérables. Vous avez dit que personne ne sait très bien si on ira vers plus de fédéralisme, si on ira. On a quand même fait des pas importants. Moi, je voudrais savoir du côté de vous qui parlez aux entreprises, aux gens du business. Enfin, est-ce qu'on va avoir, si on a une perspective de reprise fin 2013, 2014, 2015, est-ce qu'on va avoir de nouveau des fusions-acquisitions en Europe? Est-ce qu'il va y avoir tout le monde attend finalement à un moment d'accalmie pour que des opérations se passent? Oui, en effet, c'est deux questions différentes. D'abord, Christian... Elles n'ont rien à voir, je confirme. Oui, Christian Noyer, qui est un homme plutôt, enfin, que je connais bien et pour lequel j'ai la plus grande estime, qui est un homme plutôt discret et prudent dans ses déclarations. Là, il s'est fait remarquer à la City, je vous le confirme. Hein, je veux dire, les déclarations qu'il a faites ont été reprises, alors massivement, par la, c'était il y a, je crois, 3 semaines ou quelque chose comme ça, massivement, il y a, par la presse britannique, qui a bien entendu vu une offensive caractérisée, genre bataille d'Angleterre. Enfin, c'était quasiment les Dorniers qui revenaient. Enfin bon, je ne sais pas très bien ce que Christian Noyer avait... Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment eu un projet en tête, mais enfin voilà. En tout cas, ça a été très remarqué. Qu'est-ce que la City? Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, en gros, pardon. Mais en gros, l'intention est clairement, de continuer à essayer de se développer le plus possible. Il n'y a pas que les affaires financières en euros, mais bien entendu, ils n'ont pas du tout l'intention de les lâcher. Au fond, la meilleure réponse que je puisse vous faire là-dessus, c'est de faire un commentaire sur une grande différence entre la France et la Grande-Bretagne, qui, à mon avis, est à notre détriment, d'ailleurs. Enfin, peut-être pas en Grande-Bretagne, mais en tout cas en Angleterre, malgré les très grands contrastes qui existent, et géographiquement et socialement dans le pays, je pense qu'il y a un assez large consensus sur le fait que Londres doit être une ville, une place très compétitive sur le plan international, et pas seulement sur le plan financier. Ça doit être une place très attractive. En France, pour Paris, ce sentiment n'existe pas. Et je crois que c'est un très gros problème, parce que je pense que le problème de l'économie française, c'est la région parisienne, où je vous rappelle que le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. Quand on a c'est cher, une grande ville, où c'est une locomotive, où ça vous traîne vers le bas. Hein. Bon, en tout cas, les Britanniques sont absolument déterminés dans ce domaine-là. Donc voilà, je crois que le consensus est très général. Alors, après ça, vous avez posé une question sur les perspectives, business, FUSAC, etc. J'y avais un peu répondu, en remerciant d'avance les nombreuses personnes ici présentes. Je ne dirais pas qu'ils me font l'amitié d'être ici, puisque, d'ailleurs, voilà Arnaud de Bresson qui se taille déjà. J'attendais votre question, Arnaud. Pourtant, bon, je reconnais. Non, mais je ne peux pas dire que vous m'avez fait l'amitié d'être ici, puisque vous ne saviez pas que c'était moi. Donc bon, mais je les remercie néanmoins. Vous avez compris que c'est pour ça que j'ai souligné que Goldman Sachs c'était une BFI complète. Maintenant, c'était une manière de dire, en 2012, on n'a pas, en Europe, je connais la situation dans ce qu'on appelle EMEA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique, on n'a pas fondamentalement vécu de très grosses opérations de fusion-acquisition, comme vous vous en doutiez, et je pense qu'en 2013, ça sera la même chose. C'est-à-dire que ça va prendre un peu de temps avant de revenir. D'abord, il y a tout le secteur financier qui est obligé d'être très prudent pour des raisons, en raison des inconnus réglementaires. C'est très difficile d'évaluer les mérites d'une grande opération puisque les règles en matière de solvabilité, de liquidité, etc., il n'y a pas que ça, ne sont pas encore fixées. Le secteur financier, c'est quand même une partie pas négligeable. Ensuite, pour ce qui est du reste, tout le monde est très prudent, ce qui n'est pas
ce qui n'a pas que des inconvénients. Il ne faut pas que les entreprises... Il faut que les stratégies évoluent et continuent, c'est sûr. Et il faut mettre en œuvre, il est indispensable de mettre en œuvre une stratégie dynamique au niveau des entreprises et au niveau d'une économie en général. Et si je peux faire une incidente à ce niveau-là, un des grands problèmes de la France, depuis des années, mais ça ne s'est pas arrangé ces derniers mois, c'est qu'on véhicule, la direction politique du pays tente à véhiculer à l'opinion un message purement défensif. Et ça, la défensive, ça n'a que très très rarement, ça n'a jamais gagné les guerres, les vrais, mais en tout cas en économie, ça marche pas du tout, hein, ni pour les entreprises, ni pour les pays. Alors que quand une usine ferme, les élus locaux aient une attitude, ou risquent de fermer, les élus du coin soient défensifs, c'est absolument légitime, parce que ce sont leurs électeurs qui vont être affectés, et c'est normal qu'ils fassent le maximum pour essayer qu'il y ait le maximum d'emplois là où ils sont. Peut-être qu'ils pourraient même en faire plus, parfois, j'en sais rien, mais enfin, c'est évidemment, c'est dans tous les pays du monde, c'est pas seulement en France. Mais le message global défensif, il n'est pas porteur d'avenir, c'est évident, et c'est la même chose au niveau des entreprises. Mais enfin, il peut y avoir des excès en fusion-acquisition aussi. Je veux dire, il est bien que, donc, peut-être qu'on a connu trop d'optimisme, peut-être maintenant qu'il y a trop de prudence. Bon, espérons que en 2014-2015, on trouvera une attitude équilibrée, c'est-à-dire que se feront des opérations qui sont vraiment rationnelles du point de vue des stratégies industrielles et qui donc vont vraiment apporter de la valeur et de la richesse aux économies. Je pense qu'elles reprendront, oui, puisque nos économies évoluent beaucoup et bien entendu, comme vous le savez, la globalisation continue et on reste, je vais dire quelque chose, mais je peux le dire devant vous, qui n'est pas politiquement correct, mais auquel je crois profondément, la délocalisation, c'est pas interdit pour les entreprises, c'est une obligation. La délocalisation pour les entreprises, elle est nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire qu'il faut supprimer tous les emplois, par exemple, en France. Je veux dire une entreprise doit d'abord survivre. Moi, je suis assez vieux pour avoir vécu la catastrophe qui s'est produite à l'occasion des chocs pétroliers. Beaucoup trop d'entreprises ont disparu. Il faut... L'emploi ne pourra être créé dans nos pays désormais que dans le secteur marchand. C'est clair, on n'a plus les moyens de créer des emplois publics, ce serait peut-être très souhaitable, mais on n'en créera pas plus, vous le savez bien. Et donc, pour qu'il y ait des emplois créés dans le secteur marchand, il faut encore qu'il y ait des entreprises. Donc, les entreprises doivent survivre et prospérer, et s'il est nécessaire pour cela qu'une partie de leur activité se déroule dans des pays différents, c'est pas forcément à cause des bas salaires, ça peut être à cause des ressources naturelles ou à cause de telle ou telle réglementation, etc. Faut qu'elle le fasse. Je vous rappelle qu'on avait après la guerre une très belle entreprise, Charbonnage de France, qui existe toujours d'ailleurs. C'est un très bel emprunteur sur les marchés parce qu'il n'y a aucune activité, n'est-ce pas? C'est donc, on est bien, on est tranquille, là, il n'y a pas de risque, c'est l'État qui paye tout. Mais on s'est très vite aperçu que le charbon français n'était pas compétitif, même à l'échelle européenne. Dès la création de la CECA, à l'initiative, je crois, de Robert Schuman en 1950, très rapidement, on s'est aperçu que le charbon français n'était pas compétitif. Même en Europe. Et alors après, ça s'est beaucoup aggravé, car comme vous le savez, il y a beaucoup de charbon sur la planète. Beaucoup plus compétitif que le charbon européen et beaucoup plus humain. On n'a pas besoin d'envoyer des êtres humains à 1000 mètres sous la terre pour le chercher, c'est des mines à ciel ouvert, etc. Si la direction des charbonnages de France s'était persuadée ou avait reçu l'instruction d'aller chercher du charbon ailleurs qu'en France, on aurait encore une entreprise française dans le charbon, peut-être. Si on avait dit à ce qui est devenu Total aujourd'hui, votre travail, c'est de chercher des hydrocarbures en France, hein, vous devez être là. Bon, il ne serait pas allé loin, hein, parce que le gaz de Lac est fermé. De toute façon, maintenant, on n'aurait plus l'autorisation de l'ouvrir, à mon avis. Voilà. Donc, nous allons, une réponse un peu longue à M. Mabille, l'évolution économique, vous savez tous l'immensité des changements que nous connaissons, la révolution de la communication a tout changé. La mondialisation, c'est pas un complot, c'est une réalité. Moi, ma comparaison favorite dans ce domaine, c'est Chongqing. Chongqing, c'est un endroit important aujourd'hui. Il paraît que j'y suis jamais allé. Hein. Je sais pas si il y a des personnes ici qui sont allées à Chongqing. Moi pas. Je crois que c'est une des plus grandes agglomérations du monde. Il y a presque 40 millions d'habitants.
il y avait un gouverneur très, très ambitieux, n'est-ce pas, M. Beau, qui avait envoyé son fils dans une école privée britannique, mais qui faisait défiler des gens avec les chants maoïstes. Donc c'était un garçon qui avait un cerveau qui fonctionnait. Là, il a eu quelques ennuis, son épouse aurait fait assassiner un Britannique, enfin, etc. Enfin, vous avez lu tout ça. Et donc, ses petits camarades du comité central ont choisi cette occasion pour l'éliminer. Enfin, les procès sont encore en cours, et à mon avis, il s'en tirera moins bien que tel ou tel... Enfin, bref... J'allais faire des plaisanteries faciles. Mais Chungking, à mon avis, dans vos entreprises, si on veut passer une commande à Chungking, elle arrivera plus rapidement que si vous la passez dans le 9-3. Hein, je veux dire. Or, je vous rappelle que Chiang Kai-shek était parti à Chungking en 1937. C'est pas si loin, 1937. Parce que c'était tellement loin qu'il était certain que les Japonais ne pouvaient jamais y arriver. Je vous rappelle d'ailleurs que pour cette raison, Chungking est la ville la plus bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus que Berlin. Mais il n'y a pas eu trop... Il y a eu beaucoup de morts, mais pas tellement, parce que les Chinois s'étaient très développés à l'époque. Ils faisaient comme les Indiens. Vous savez, dans les westerns, quand ils voyaient les avions japonais décollant de Hangzhou, ils faisaient des feux. Et puis il y avait un circuit de feu. Et les feux, là, cette méthode moderne de communication arrivait à Chongqing avant les avions japonais. J'arrête là, mais ce que je veux dire, pour moi, ça illustre l'importance de Chongqing comme centre de production et de population aujourd'hui et la rapidité avec laquelle on peut communiquer avec eux et le contraste énorme par rapport à une époque qui n'est éloignée de nous que de quelques dizaines d'années illustre évidemment ce que vous savez très bien, c'est-à-dire l'énormité de la révolution qu'on a vécue. Et donc, bien entendu, nos entreprises doivent continuer à jouer la globalisation. Les entreprises françaises sont très bien placées, elles sont très bien réussies, pas seulement les très grandes. Après tout, une belle entreprise comme Seb, qui après tout, bon, la cuisine française c'est très bien, mais enfin elle a inventé la poêle Tefal et racheté le presse-purée, si j'ose dire. Ben, elle vend 90% hors de France, elle est très très prospère, etc., etc., etc. Mais à tous les niveaux, ça va continuer. Donc, Monsieur Maby, vous aurez des nouvelles pour la tribune, mais je pense qu'il y aura des opérations. Bien entendu, je ne l'ai pas dit, je l'espère aussi, mais des bonnes. Oui, bonjour. 2 questions. Alors, au niveau mondial, beaucoup de pays ou de villes se lancent dans des politiques d'attractivité avec zéro fiscalité, des zones totalement défiscalisées et sans charge sociale à la limite. Comment arriver à une harmonie? Est-ce qu'il faut que l'Europe s'aligne là-dessus? Je crois que c'est un petit peu difficile. Comment, au niveau international, faire qu'en sorte que l'alignement ne se fasse pas forcément vers le bas, mais à une zone médiane viable? Deuxièmement, par rapport à la France, donc le gouvernement s'est lancé dans une politique de réduction des déficits. Il est probable que cela débouche sur une conjoncture économique moins positive, voire une récession, et donc du chômage. Qu'est-ce que vous pensez des politiques de réduction du temps de travail alliées de la réduction de revenus, partage du travail et des revenus, et il y a un plafonnement des revenus face à quand même la montée des inégalités dans la distribution des revenus au niveau français ou au niveau mondial d'ailleurs? Vos questions sont un peu trop politiques pour moi peut-être. Sur la première, on n'a pas le choix que d'être... d'une manière ou d'une autre, on devra être compétitif sur tous les plans. Dans une économie ouverte, vous devez être compétitif. Mais vous avez raison, un pays comme la France ne peut pas viser à avoir les impôts les plus bas, etc., etc. Mais ça ne doit pas être nécessaire, vous savez. Quand on est en enfer, on se sentirait mieux même sans arriver au paradis, si j'ose dire. Et donc, il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour être raisonnablement compétitifs. Nous devons avoir des systèmes raisonnablement compétitifs. Nous pouvons les avoir. Mais... en effet, à l'intérieur de l'Europe, je croirais à un peu d'harmonisation fiscale le jour où on aura fait des progrès significatifs en matière d'impôt sur les sociétés, qui devrait normalement être le dossier le plus facile, théoriquement, puisqu'il n'affecte pas directement un grand nombre d'électeurs. Donc, bon, mais pour le moment, on n'a pas été bien loin. Hein. Donc, nous allons rester dans un monde de compétition, mais je suis convaincu que la France peut devenir un pays très compétitif. Peut devenir beaucoup plus compétitive, et pour les entreprises et pour les personnes physiques, sans devenir pour autant un pays low cost.
Sur votre autre partie de votre question, qui voulait, je crois que nous sommes dans une époque de développement des inégalités. Pas à cause de la mondialisation, c'est un fait. C'est vrai que la mondialisation pose beaucoup de problèmes, parce que j'ai vu à la télévision un délégué CGT de Renault qui disait oui, on vient nous dire qu'il faut faire comme on discute de compétitivité chez Renault pour les usines en France. Alors on nous dit qu'il faut être aussi compétitif que les Espagnols, puis les Espagnols on leur a dit qu'il fallait être aussi compétitif que les Roumains et les Marocains, puis les Marocains on va leur dire qu'il faut être aussi compétitif que les Chinois. C'était pas, de toute façon il n'avait pas l'intention de signer, mais je vais vous dire, à mon avis il y aura quand même des accords compétitivité chez Renault qui aideront à préserver l'emploi dans les usines françaises. J'en sais rien, les négociations sont en cours, j'y participe pas bien entendu, mais on y arrivera. Mais c'est vrai que nous sommes dans une de ces périodes, peut-être comme il y a 200 ans, à l'époque de Malthus et de Marx, qui a donné lieu à leurs idées, qui ne se sont révélées à mon sens exactes ni les unes ni les autres. Nous sommes dans une de ces époques où soudain, il y a, à cause de la révolution des communications et quelques autres raisons, il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui sont capables de travailler. Et par ailleurs, se constituent évidemment des fortunes extrêmement importantes parce qu'on peut réussir à l'échelle mondiale. Alors c'est même vrai pour les acteurs ou pour les chanteurs, mais c'est également vrai pour les entreprises. Telle dame d'un certain âge, si l'entreprise de cosmétiques qu'avait fondée son père n'avait eu que 30 millions de clients en France, elle aurait donné à un ami photographe amateur, à mon avis, lui aurait peut-être pu lui donner quelques gravures 18e. Enfin, comme la société en question a maintenant 1 milliard de clients, ce dont on ne peut que se réjouir, eh ben, on peut donner 14 Picasso. Le monde est comme ça. Je crois que la France, nous sommes dans un pays qui n'aime pas la réalité. Nous aimons partir de l'idée. Je vois, monsieur, je crois que vous en faites, peut-être en faites-vous partie. En tout cas, on aime partir d'idées, peut-être. On aime partir d'idées, mais je crois qu'il faut partir de la réalité, surtout quand on parle d'économie. La réalité, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas idéale, elle est ce qu'elle est. Et pour ma part, d'ailleurs, je considère que le débat public en France, aujourd'hui, je suis plutôt rassuré, parce que je trouve, en tout cas plus rassuré qu'il y a 5 ou 6 ans. Je trouve que le débat public, le débat collectif est plus réaliste qu'il ne l'était il y a 5 ou 6 ans. La situation était moins dégradée, mais on voyait déjà ce qu'elle était. Et on était très éloigné de la réalité. Il faut regarder la réalité, s'y adapter. On n'aura pas le choix, et on s'y adaptera. Alors, en revanche, ils l'ont fait beaucoup en Allemagne. Je pense que les négociations en cours, supervisées certainement avec diligence et même probablement compétence par Michel Sapin, les discussions en cours pourraient aboutir peut-être à des formules facilitant, comme ils l'ont fait en Allemagne, le maintien quand il y a des accidents conjoncturels, le maintien d'un maximum de personnes dans l'entreprise. Ça me paraît des bonnes choses, parce que de même que je crois qu'il faut que les entreprises, en tout cas celles qui le peuvent et celles qui le méritent, survivent, et donc, si c'est nécessaire, délocalisent les activités qu'elles doivent délocaliser. De même, il est souhaitable, quand il y a des accidents conjoncturels, qu'il y ait le plus de salariés possible qui puissent rester dans l'entreprise, surtout dans un pays où le marché du travail fonctionne, enfin existe à peine en réalité en France. Encore que les travaux du professeur Cahuc et d'un certain nombre d'autres ont montré que le marché du travail était beaucoup plus vaste qu'on ne croit, et que les plans sociaux dont on parle sont une toute petite tête de l'iceberg, et qu'il y a beaucoup de personnes qui changent d'emploi. Mais enfin, c'est un de nos gros problèmes, bien sûr. Mais là encore, on sait bien ce qui s'est passé sur le marché du travail français. Ce n'est peut-être pas par hasard que je crois que la plus grande entreprise mondiale d'intérim est d'origine française. Quand c'est trop compliqué d'engager des gens à durée indéterminée, on les engage en intérimaire. C'est pas idéal non plus, mais enfin voilà. Saint-Gobain a la parole. Merci. Vous nous avez mentionné les réformes qui vous paraissaient indispensables sur des sujets essentiels pour la population, comme la santé, l'éducation, le travail, qui par définition sont des choses qui sont difficiles et qui touchent les gens de près. Et vous avez mentionné aussi l'un des risques politiques qui pouvait mener à l'éclatement, même si vous ne le considérez pas comme probable, qui est la prise de pouvoir par des partis extrémistes. Et on imagine aisément qu'il y a un lien entre les deux.
l'incompréhension ou l'angoisse des populations pouvant les amener à aller vers des solutions extrémistes. Et si je fais un parallèle avec ce que vous avez dit sur le chef d'entreprise, dont la fonction essentielle est de parler, on peut sans doute dire que la fonction essentielle du politique est aussi celle-là. Et si vous étiez non pas conseiller de Goldman Sachs, mais conseiller des politiques, comment est-ce que vous leur recommanderiez de communiquer vis-à-vis de leur population pour qu'elle comprenne mieux la nécessité de l'évolution ? Écoutez, je suis radicalement incompétent pour répondre à cette question, mais je crois que c'est une question centrale, vous avez tout à fait raison. Je crois que les politiques sont probablement beaucoup plus... disons, est-ce qu'on a déjà vu une victoire politique après une campagne électorale dans laquelle les candidats auraient dit la vérité telle qu'ils la voyaient sur les questions économiques et sociales que nous vivons? Je ne sais pas si quelqu'un peut me citer un exemple, parce que moi je ne le vois pas, hein. Ni victoire de la droite, ni victoire de la gauche, d'ailleurs je ne le vois pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire à un politique, parler de la réalité, parler de ce qui est nécessaire. Alors il y a une version de droite, une version... Enfin, il y a beaucoup de versions possibles, y compris des versions de gauche, bien sûr. Je crois que la situation actuelle est très difficile pour un gouvernement socialiste. Enfin, il devra... parce qu'a priori, il est plutôt là pour dépenser de l'argent, mais enfin, etc. Mais elle est donc particulièrement difficile pour un gouvernement socialiste, mais il devra faire face à la réalité, bien entendu. Est-ce que, bien entendu, en démocratie, il est très difficile de faire les choses quand on n'a pas été élu pour les faire. C'est très délicat. Je serais bien incapable. Je suis très sceptique sur la possibilité d'être élu en disant vraiment la vérité aux gens sur leur situation. Je me demande si les Français sont des gens en moyenne... collectivement, ils sont quelquefois un peu bêtasses, mais individuellement, ils ne sont pas si bêtes. Et donc, on peut se demander si, finalement, nos concitoyens n'ont pas plutôt envie, finalement, qu'on fasse des choses, mais sans le leur dire, ou sans les emmerder trop en leur disant, parce que de toute façon, ça va être plutôt désagréable, et donc, soyez gentils, faites-le, mais nous en parlez pas. Je caricature, hein, j'en sais rien, mais je suis tout à fait incompétent, mais c'est une question, vous posez une question cruciale, parce que tout dépend de la politique, en définitive. Mais encore une fois, nous avons un très bon... nous sommes en France un cas d'école. Nous voulons être un exemple et un modèle. Et on va voir si on y arrive. Parce que, comme l'a dit le Premier ministre récemment, nous sommes le gouvernement le plus à gauche d'Europe. Et je crois que nous sommes dans des circonstances... Je crois qu'il le dit, donc il doit avoir raison. Nous sommes dans des circonstances où il est vraiment... très délicat de gouverner lorsqu'on a cet électorat-là et ces options-là, parce qu'on n'a finalement pas tellement de choses agréables à dire à des gens qui ont voté pour vous. Et donc c'est tout de même très délicat. Je crois nous sommes tous témoins du fait que le gouvernement actuel est très critiqué. Mais moi je dirais franchement, ça étonnera peut-être un certain nombre de personnes, que leur tâche n'est pas si facile. Elle est vraiment très délicate. On va voir comment ils se débrouillent. Nous sommes tous citoyens français, nous avons tous intérêt à ce qu'ils réussissent le plus possible, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Je vois que Philippe Auberger, qui comme moi n'était pas tellement de ce bord-là, était d'accord avec moi. J'ai l'impression qu'on a tous intérêt à ce que il réussit. Ça sera peut-être le mot de la fin, parce que je crois que encore une. Oui, si tu permets, juste une question très brève. Est-ce que la sphère financière européenne a une chance de prendre véritablement son indépendance par rapport aux États-Unis? Quand on voit ce qui s'est passé sur Bâle III, les Américains, après avoir promis d'appliquer Bâle III, maintenant refusent de le faire au moins à court terme. Quand on voit ce qui se passe, le rapport Liikanen et la loi bancaire française exploseront le jour où Dodd-Frank pourra s'appliquer notamment à nos BFI. Quand on voit également ce qui se passe dans le domaine fiscal avec FATCA, est-ce que l'Europe pourra exister un jour sur le plan financier? Oui, et tu oublies la comptabilité, hein, le fair value accounting, qui est un sujet important aussi.
je crois que ce qui compte, c'est que je crois que ce qui compte là comme ailleurs, c'est que des entreprises européennes et françaises existent, qu'elles emploient des Européens et des Français, etc., etc. C'est ça qui compte. Et donc, parce que je ne crois pas que je suis toujours sceptique sur le level playing field, l'harmonisation complète. J'y crois pas. Je crois que l'orientation générale. D'ailleurs, je suis très perplexe sur l'orientation générale. C'est personnel, hein, je le précise, ça n'a rien à voir avec mon entreprise qui, évidemment, ne prend aucune position d'aucune espèce sur l'évolution en Europe, puisqu'elle est basée aux États-Unis, elle, et donc c'est notre camp de base. Et il y a beaucoup de... Par ailleurs, comme nous n'avons pas du tout d'activité de banque de détail, il y a beaucoup de choses qui nous concernent, qui ne nous regardent pas, pour parler clairement. Mais je suis un peu étonné que l'évolution, que la réaction réglementaire en Europe, finalement, en France et en Europe d'ailleurs, ait l'air de pousser les entreprises financières européennes vers le modèle américain qui, quand même, semble avoir été plus à l'origine de la crise et plus affecté que les systèmes européens, et notamment le système de banque universelle qui existe en Europe continentale. Donc, il se passe des choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Pardon, ma réponse est un peu désordonnée à ta question. Pour la faire courte, l'harmonisation de la réglementation, ça va toujours être un DAU. Hein. C'est pas une mauvaise idée en soi. Je crois que c'est pas... Enfin, je vais peut-être choquer, il y a d'éminents anciens de la Banque de France ici. Je ne suis pas très compétent, moi, sur tous ces sujets, mais je crois que c'est pas très grave. Encore une fois, il faut que nous ayons... Ce qui est important, ce qui est très important, et ce qui est en cause actuellement, il faut faire très attention. Nous avons intérêt à avoir des entreprises financières viables, d'une part pour avoir les emplois correspondants et les recettes fiscales correspondantes, et d'autre part pour financer l'économie. Et je crois que les craintes exprimées sur le financement de l'économie sont justifiées. On a raison de les exprimer. Je crains qu'on ne passe d'une période où on pouvait financer tout et donc n'importe quoi. Il peut y avoir un excès de bonnes choses. On peut même avoir un excès de Château Lafite ou de Château Latour. On peut avoir un excès de toutes bonnes choses. Mais je crois que pouvoir financer les choses est une bonne chose, fondamentalement. Et donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Et on peut redouter que l'on tombe dans l'excès inverse. Et je crois qu'il faut être très vigilant à cet égard. Ça me paraît plus important que un level playing field qui, à mon avis, n'existera jamais complètement parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Déjà, les États-Unis eux-mêmes ne sont pas un level playing field. En matière d'assurance, la réglementation est au niveau des États, et même en matière de banque, d'ailleurs, en partie, etc., etc., etc. Merci infiniment. Vous m'avez fait un immense plaisir, encore une fois. Merci beaucoup.